Comment? Mais les vrais parrains de la cocaïne sont déjà loin. Ils se trouvent tous en sécurité en Amérique centrale et n'ont même pas besoin de se cacher. Pablo Escobar, lui, a choisi le Nicaragua révolutionnaire. Les sandinistes marxistes l'accueillent à bras ouverts. Le Cuba de Castro faisait déjà des affaires avec le cartel et eux n'allaient pas s'en priver. Escobar continue donc de planifier de nouvelles routes avec les gouvernements du Panama, de Cuba et du Nicaragua. I know every American parent concerned about the drug problem will be outraged to learn that top Nicaraguan government officials are deeply involved in drug trafficking. Escobar et les autres ont commencé à s'énerver et à s'inquiéter sérieusement. Jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient jamais eu à se préoccuper de la possibilité de devoir faire face à la justice américaine. Comme il le disait lui-même, mieux vaut une tombe en Colombie qu'une prison aux États-Unis. Escobar a peur d'un système où on ne peut pas acheter systématiquement les gardiens et où une peine de 30 ans est une peine de 30 ans. Pour changer les choses, les trafiquants n'hésitent pas à amener la Colombie au bord de la guerre civile. Pablo Escobar et les Ochoa ont vite compris qu'il fallait d'abord détruire le système de justice de la Colombie pour faire main basse sur tout le pays. Les troupes gouvernementales livrent l'assaut contre le palais de justice quand les terroristes, agissant de concert avec Escobar, enlèvent les juges de la Cour suprême. Cette attaque a lieu le jour même où la Cour doit prendre une décision sur la loi d'extradition. Cette boucherie des hauts magistrats du pays s'inscrit dans une campagne de meurtre et d'intimidation sans merci. Il lui disait, tu as le choix entre le plomb ou l'argent, une balle dans la tête ou un pot de vin. À toi de choisir. Ensuite, le jeune avocat brillant sortait de sa mallette un album de photos. Dans cet album, il y avait des photos des proches du juge, par exemple, des photos de ses enfants allant à l'école, jouant dans la cour, parlant à des amis. Donc le message était très clair. Tu collabores avec nous, ou alors toi et ta famille, vous êtes tous morts. Les menaces de mort d'Escobar n'arrivent pas à faire taire le candidat à la présidence, Carlos Galán, qui décide malgré tout de prononcer un discours en plein air. Nous avions un pressentiment. C'était l'homme qui avait reçu le plus de menaces de toute la Colombie. Et il était là au beau milieu d'une foule qui avait bu, sans aucune protection. Arrivé sur la place, il est descendu du camion et s'est dirigé vers la plateforme pour prononcer son discours. Nous étions à quelques mètres derrière lui. Il est monté sur l'estrade et au moment où il s'apprêtait à saluer la foule, ils l'ont abattu. Ça tirait de partout. C'était la confusion. Il y avait des gens qui tiraient de chaque coin de la place. L'assassinat de Galán plongera tout le pays dans la consternation. Une force d'élite spéciale est alors créée pour capturer Pablo Escobar et les autres chefs du cartel. Mais Escobar est en général prévenu à l'avance des opérations organisées contre lui. Une fois, les policiers arrivent si près du but que son lit est encore chaud. Escobar avait toujours quelques demeures sûres où se réfugier aux alentours de Medellín. Des maisons sur des hauteurs pour voir venir les éventuels visiteurs.
Des provisions de nourriture, des déguisements et tout le nécessaire en cas de fuite étaient cachés aux alentours. Et si des passants semblaient un peu trop curieux, ils étaient tout simplement abattus. À l'intérieur des maisons, il y avait des caletas, des compartiments secrets qui pouvaient contenir jusqu'à 20 millions de dollars en liquide. Certains étaient assez spacieux pour cacher un homme pendant 2 ou 3 jours. Pour plus de sécurité, Escobar faisait abattre les hommes qui les avaient construits. À une certaine époque, on comptait 3 assassinats par jour dans la construction à Medellín. Même en fuite, Escobar garde une poigne de fer sur son empire. Au moment où l'épidémie de crack balaye toute l'Amérique et l'Europe, on estime sa fortune à 3 milliards. Les narcodollars serviront à financer la vague d'attentats à la voiture piégée qui secoura les grandes villes de Colombie. Un nouveau mot venait de faire son apparition, le narcoterrorisme. Le 27 novembre 1989, c'est un appareil de la compagnie Avianca qui explose en plein vol. 102 people were killed on that plane. There were a couple of people that... À bord, il y avait quelques personnes qu'Escobar ne voulait pas voir arriver à destination. J'ai témoigné au procès de celui qui avait placé la bombe. Escobar était l'homme auquel cet individu devait se rapporter, et c'était lui qui avait ordonné de mettre une bombe dans l'avion. Les hommes de Medellín avaient réussi à soumettre l'État de la Colombie par la destruction et la corruption. Pour apaiser le cartel, le nouveau président de la Colombie fait voter une loi au Sénat. Le président Gaviria, en arrivant au pouvoir en 1990, a modifié la Constitution dans le sens où le voulaient les trafiquants. Il a éliminé l'extradition aux États-Unis. À partir de cette date, il n'y a plus eu d'extradition vers ce pays. Escobar a vaincu les hommes politiques et il est hors de portée de la police. Mais il est fatigué d'être toujours en fuite et il craint pour sa vie. Pablo Escobar veut rentrer en grâce. Après des négociations secrètes qui vont durer 6 mois, un hélicoptère du gouvernement vient le chercher. Il attend sur le bord du terrain de soccer près d'une maison qui surplombe Medellín. L'hélicoptère l'emporte et survole la ville pendant quelques minutes très intenses. La prison où va séjourner Escobar ne ressemble à aucune autre. Elle est construite sur ses terres et selon ses propres plans. Escobar craint pour sa sécurité physique. En allant en prison, il se sauve la vie et oblige le gouvernement à se faire son protecteur. La prison s'appelle la cathédrale. Une prison à confort maximal plutôt qu'à sécurité maximale, comme se plaisent à le dire les gardiens. Pablo Escobar avait une suite. Un salon et une cuisine dans une pièce.